Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Arthur Rivière. Arthur est le cofondateur de la Jungle Agency, une agence qui est spécialisée en acquisition de pubs à destination des e-commerçants. Vous le verrez dans l'épisode, Arthur a une forte spécialisation sur tout ce qui touche à la pub Facebook. Et même si la pub Facebook c'est le thème principal de cet épisode, vous allez apprendre d'autres choses, comme par exemple les débuts d'Arthur en dropshipping et comment il en est arrivé à dépenser 20 000 € en pub chaque semaine. Vous allez apprendre les principes à respecter pour créer des pubs Facebook efficaces, mais aussi des résultats contre-intuitifs qui rappellent qu'il est très important de toujours rester ouvert à l'expérimentation quand on parle de pub Facebook. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence Jams. Jams est une agence qui accompagne les marques sur Amazon. On vous aide à vous lancer et à développer vos ventes. Vous trouverez plus d'infos à l'adresse suivante, jams.fr, ça s'appelle jamz.fr. Une autre chose à vous demander avant de lancer l'interview, c'est tout simplement de parler du podcast autour de vous. Alors ça peut être en présentiel, vous allez voir un collègue, vous allez voir un ami entrepreneur, vous lui dites « tu devrais écouter ce podcast, ça déchire ». Ça peut être aussi bien sûr un partage sur les réseaux sociaux qui aide à faire connaître le podcast. Une autre idée, c'est d'appeler votre maman et de lui parler du podcast. Dans tous les cas, elle sera très contente de recevoir un appel et puis qui sait, peut-être qu'un jour elle se lancera sur Amazon. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Arthur Rivière de la Jungle Agency. J'ai toujours su au fond de moi que je voulais faire les choses différemment, créer, entreprendre, mais je savais pas dans quel bout, par quel bout commencer. Et en fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait un emprunt à l'époque pour acheter un ordi pour les études du coup. Et il me restait du coup de l'argent sur mon compte qui à mes yeux dormait et je me disais j'ai peut-être fait une connerie à faire un emprunt étudiant, j'ai emprunté de l'argent pour au final le dépenser, ça va me faire perdre de l'argent. J'avais vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de pas sain et du coup j'ai commencé à chercher des moyens de comment est-ce que je pouvais investir cet argent ou du moins créer plus d'argent avec cet argent. On parle de quel montant sur ce prêt, ou l'argent qui dort? Un tout petit montant, j'avais 1500 € sur mon compte, mais je voulais pas les laisser dormir sur le compte comme ça, quoi. Ouais, donc tu as pris ces 1500 € pour lancer ton activité en dropshipping. C'est ça. En fait, je me suis fait cibler par une pub. En fait, étant donné que j'avais fait des recherches, j'ai dû être catégorisé dans une audience de gens qui veulent faire de l'argent sur Internet ou quelque chose comme ça, parce que c'était vers ça que mes recherches portaient. Et un jour, je me baladais sur Facebook, du coup, et j'ai vu une publicité d'un infopreneur qui mettait en fait en avant son train de vie. Il arrivait à voyager, à en même temps gagner sa vie grâce au e-commerce et au dropshipping. Il avait vraiment, dans la vidéo de présentation, c'était vraiment ce que je voulais faire moi de ma vie, c'était avoir un sentiment de liberté à la fois financière, géographique, temporelle également. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet du dropshipping. Et donc, j'ai contacté mon frère et puis je lui ai dit, tiens, j'ai découvert ça, est-ce que ça te dit qu'on se lance ensemble là-dessus? Et du coup, il était partant et donc on a commencé à créer notre première boutique. D'accord. Et donc, première boutique que vous mettez en ligne, donc c'est un site internet, se pose immédiatement la question du trafic. Et là, vous vous tournez vers Facebook, puisque Facebook, c'est devenu le canal principal d'acquisition de trafic pour cette boutique. C'est ça en fait, c'est-à-dire que on a créé à l'époque une boutique sur le marché de la pêche, alors qu'on n'avait jamais pêché, mais on s'était dit que ça pouvait correspondre étant donné que c'était des passionnés. Et je me posais la question un petit peu de comment est-ce qu'on allait faire venir du trafic. Donc au début, on avait créé un compte Instagram qu'on essayait d'animer manuellement avec de l'automatisation à l'époque, puisque ça fonctionnait encore assez bien. Et ça prenait, mais ça prenait du temps en fait sur Instagram. Et donc on s'est dit c'est bon là, ça devient trop long. Donc j'ai commencé à me former sur la publicité Facebook en regardant des petites vidéos sur Internet par-ci par-là. Et j'ai lancé ma première publicité. Et en fait, cette publicité, elle a complètement changé ma vie. C'est-à-dire qu'elle a fonctionné directement, mais vraiment très très fort en fait. C'est-à-dire que le premier jour où j'ai mis 5 € de publicité, j'avais déjà fait fois 20 sur mon investissement, alors que j'avais pris aucun risque en mettant 5 €. Et
Et du coup, ça a complètement cassé toutes mes pensées limitantes, toutes les choses que j'avais en moi qui m'empêchaient d'aller atteindre ces objectifs-là. Et ça m'a donné une forme de confiance à la fois en le e-commerce, en ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, bah, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je sais que c'est ça que je veux faire. Il y a le résultat qui est là pour me le confirmer. Et en 3 mois, on avait fait près de 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'on comprenait presque rien à ce qu'on avait mis en place, quoi. C'était totalement, enfin, j'ai envie de dire, c'est un coup de chance, oui et non, mais il y avait une part de chance, je pense, dans tout ça, parce que c'était vraiment le premier produit qu'on a lancé, quoi. Ou du moins, tu vois, quand je regarde mes débuts sur Amazon, on va dire que, tu vois, moi, le mot que j'utilise, c'est naïf. Il y a une sorte de naïveté quand tu fais les choses au début, tu vois, pareil, en regardant un peu à droite à gauche des ressources et puis en faisant le test. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis que c'était un coup de chance parce que tu sais énormément plus de choses sur Facebook, sur la pub, tu sais beaucoup plus comment ça fonctionne. Mais on va dire, le mérite, c'est de s'être lancé et d'avoir rapidement une validation aussi franche du marché, c'est super. Et donc, j'imagine que ouais, ça t'a motivé à continuer. On parlait un petit peu en off des budgets que vous dépensiez pour ce site. Est-ce que tu peux donner un chiffre Ouais, bien typiquement sûr. une dépense moyenne ou mensuelle? Bien sûr, bien sûr. Alors, au début, sur ce site-là, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience de pêcheurs en France, elle est limitée. Il y a pas 60 millions de pêcheurs en France. Donc, on avait un budget publicitaire qu'on pouvait pas augmenter à l'infini, entre guillemets. Donc, on a commencé au début sur cette boutique-là, on devait être à peu près à une centaine d'euros par semaine, étant donné qu'on débutait, pour finir sur des budgets entre 15 et 25 000 euros par semaine sur la boutique. Donc, c'était vraiment très, très intense. La gestion de la croissance a été très compliquée pour nous, étant donné qu'on n'avait aucune expérience entrepreneuriale par le passé, aucune expérience en gestion d'entreprise, en gestion de trésorerie, en gestion de fonds de roulement. C'est vraiment tout ça qui a été le plus compliqué pour nous au final, mais c'est ce qui a été aussi le plus formateur parce que on n'avait pas le choix, quoi. On était obligé, on avait de l'argent qui rentrait, on avait des clients à qui il fallait envoyer les produits, on avait nos pubs à payer et il fallait trouver un équilibre entre tout ça. Donc on s'est cassé la gueule plusieurs fois dans cette accélération des budgets pour au final après se rendre compte que ça faisait partie du processus d'apprentissage, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. La gestion de la trésorerie, c'est vraiment un élément clé qui est peu discuté. Et pourtant, comme tu l'expliques, hein, c'est vraiment à ça que peut se jouer la vie d'une entreprise. Et une croissance aussi rapide, c'est une bénédiction. Mais ça amène aussi son lot de problèmes. C'est une chose encore une fois, dont on n'entend pas beaucoup parler. Complètement. Mais c'est bien que tu le soulignes, puisque c'est la réalité vraiment d'une expérience entrepreneuriale. Exactement. D'accord. Et donc, tu m'as expliqué que ce site, finalement, vous avez décidé de l'arrêter. Donc, aujourd'hui, il ne tourne plus. D'une manière générale, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience en dropshipping? Je dirais que c'est vraiment ce que je retiens vraiment de cette boutique-là, c'est vraiment que l'offre est plus importante que le marketing, puisqu'à l'époque, j'avais pas toutes les compétences que j'ai aujourd'hui en marketing, mais on avait une offre qui était vraiment top et qui parlait directement à notre audience, qui était vraiment... Enfin, il y avait vraiment tous les aspects d'une bonne offre dans ce qu'on avait lancé, mais à l'époque, on n'était encore pas suffisamment expérimenté pour en avoir conscience. Et je dirais que c'est vraiment aujourd'hui l'offre qui se vend. On va dire qu'une bonne offre, elle va se vendre toute seule, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, tandis qu'une mauvaise offre, elle aura besoin de stratégies plus avancées, de persuasion, de copywriting, etc. Même si une bonne offre avec un bon copywriting et une bonne créative sera encore beaucoup plus performante, on va dire. Ouais. Bon, c'est ce qu'on entend. C'est devenu un cliché, mais tu sais, vendre de la glace à un Esquimau ou vendre un coca bien frais à un type assoiffé dans le désert. Il n'y a pas beaucoup besoin de marketing pour vendre un coca à quelqu'un qui a soif. Et en effet, on peut toujours vendre de la glace à un Esquimau, mais il faut s'accrocher, et il faut être bon C'est à ça. ce niveau-là. Alors, on va passer maintenant un peu plus à ce que tu fais aujourd'hui, et donc la gestion de pub Facebook pour faire des ventes en e-commerce. Alors, comme tu le disais, c'est pas uniquement la pub Facebook, puisque aujourd'hui, on va dire que depuis la console de gestion de pub Facebook, on touche aussi Instagram, et on sait que Instagram, c'est vraiment le réseau social aujourd'hui qui explose et qui rassemble
des millions, peut-être centaines de millions, peut-être milliards déjà d'utilisateurs. Tu vois, j'ai pas les chiffres. Ils ont atteint le milliard. Le milliard. Donc, est-ce que tu pourrais Ouais. nous rappeler brièvement ce qu'est la pub Facebook, comment ça fonctionne typiquement? Bien sûr, en fait, la pub Facebook, c'est super simple, c'est que Facebook a à disposition des utilisateurs. Ces utilisateurs, c'est considéré par Facebook comme des encarts publicitaires, en fait. C'est-à-dire que quand on a un compte Facebook et qu'on se balade, Facebook va pouvoir vendre des emplacements publicitaires sur notre fil d'actualité à des annonceurs qui, eux, vont enchérir pour chercher à se positionner en face de l'audience la plus qualifiée possible en proposant leur contenu, en fait. C'est de la diffusion de contenu sur des emplacements publicitaires qui sont mis aux enchères par Facebook auprès des annonceurs. D'accord. Et c'est vrai que tu vois, sur Amazon, quand on fait de la pub sur Amazon, il y a aussi un système d'enchères, mais la différence fondamentale je dirais, entre la pub Amazon et la pub Facebook, c'est que sur Amazon, on est au coût par clic, donc on paye quand quelqu'un clique sur une pub, alors que sur Facebook, on est au coût par impression. Donc c'est le fait que la personne ait vu passer sur son fil la pub qui fait que t'es facturé, c'est bien ça. Ouais, c'est exactement ça en fait. Facebook a un système d'enchères un petit peu particulier dans le sens où quand on entend le mot enchère, on pense directement à qui va peser le plus, tandis que c'est pas exactement ça. Bien sûr, l'enchère financière a un impact, mais c'est en fait la valeur totale de la publicité qui est mise sur le marché de l'enchère des emplacements publicitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'enchère monétaire qui va être multipliée par à la fois la qualité de la publicité et le taux d'interaction estimé. C'est ce qui va représenter en fait aux yeux de Facebook la valeur totale. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'une bonne publicité avec une enchère inférieure remportera plus facilement du coup ces systèmes d'enchères qu'une mauvaise publicité avec une grosse enchère financière derrière. Ouais, c'est super intéressant. Et j'imagine que l'idée derrière, c'est que Facebook veut proposer des pubs qui soient relativement intéressantes pour les gens, pour en gros ne pas les faire fuir, parce que si on propose n'importe quoi à n'importe qui, au bout d'un moment les gens vont se dire il y a aucun intérêt et je suis juste une paire d'yeux pour regarder des pubs et ça m'intéresse pas, quoi. C'est exactement ça en fait. Facebook a trois entités à satisfaire. Donc il y a les utilisateurs qui sont du coup ces produits entre guillemets qui va permettre derrière de monétiser auprès des annonceurs, et également Facebook qui doit réussir à trouver un juste milieu, on va dire, entre les utilisateurs, les annonceurs pour pouvoir maximiser la durée de son activité et la pérennité quoi, dans le temps. Parce qu'on entend souvent qu'il y a des bad buzz au niveau de Facebook, comme quoi il y a des vagues de désinscriptions, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que dans les chiffres, c'est pas du tout le cas. D'accord, donc c'est-à-dire il y a plus de personnes qui rejoignent Facebook que de personnes qui s'en vont, ou Oui. finalement il n'y a pas tant de personnes qui arrêtent Facebook? Ah non, c'est qu'il y a plus de personnes qui rejoignent que de personnes qui s'en vont. D'accord, ouais. J'avais lu que l'audience sur Facebook vieillit un peu. Donc ce qui était, tu vois, au début un réseau social pour les étudiants d'Harvard, si on remonte vraiment très très loin dans le temps, ça devient un peu c'est devenu le réseau social familial, et maintenant on va dire que la génération des parents et des grands-parents vient sur Facebook. C'est vrai. Donc c'est probablement ça le flux entrant, et le flux sortant serait les jeunes, enfin disons, c'est toujours dur de qualifier les jeunes, mais ouais, les gens qui iraient plus sur Instagram typiquement, qui est aujourd'hui le réseau social, on va dire des vingtenaires et des trentenaires. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a les encore plus jeunes qui, eux, sont beaucoup plus sur Snapchat, TikTok, des choses comme ça. Alors, on va maintenant parler e-commerce plus précisément. Tu vois, pour un site e-commerce qui voudrait se lancer sur la pub Facebook, comment est-ce qu'on approche la chose? Déjà, est-ce que on doit préparer son site avant de faire de la pub Facebook? Et on va dire si le site est prêt, quel type de campagne on met en place en premier? Est-ce qu'on cherche à faire de l'acquisition tout de suite, ou est-ce qu'on commence plus soft avec du retargeting? Alors, je dirais qu'il y a deux cas dans cette question-là. Il y a le cas où la personne a déjà un site existant avec un trafic quotidien. Dans ce cas-là, ce sera peut-être plus pertinent de commencer par chercher à maximiser la rentabilité du trafic qui vient sur le site, et donc mettre en place des campagnes de retargeting sur le trafic qui vient actuellement sur le site pour par la suite lancer des campagnes d'acquisition, et à ce moment-là aller chercher du nouveau trafic une fois qu'on aura réussi déjà à maximiser la rentabilité du trafic existant. Maintenant, si on commence par créer son site, alors bien entendu, il faut que son site soit
créé avant de lancer la publicité Facebook, à moins qu'on veuille juste tester un produit et voir l'intérêt de ce produit en mesurant sur un taux d'interaction ou d'engagement. Mais l'idéal, c'est quand même d'envoyer du trafic sur le site pour pouvoir collecter la data que vont nous donner les visiteurs et les utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, je dirais qu'il faut commencer tout simplement par une campagne de conversion. Nous, chez Jungle Agency, on utilise uniquement des campagnes de conversion. Donc, une campagne de conversion, c'est une campagne qui est basée sur une action ou un événement effectué sur le site. Généralement, on demande à Facebook des achats. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération dans cette optimisation, c'est que dans ce lancement, c'est que si on veut que Facebook comprenne exactement ce qu'on veut et à qui on veut diffuser nos publicités, Facebook recommande d'avoir une 50aine de conversions hebdomadaires. Donc, si on démarre sur Facebook, il faut essayer d'imaginer un petit peu ce que représenterait 50 achats sur un ensemble de publicités pour définir un budget de test hebdomadaire. Ouais. Et on peut se dire, tu vois, si un site e-commerce convertit à quelques pourcents, il faut quand même envoyer pas mal de monde. Et donc, ce que j'entends à l'instant, c'est qu'on ne peut pas commencer à faire une campagne d'acquisition en conversion avec 5 euros par jour. Il faut tout de suite mettre un peu plus de budget pour justement avoir le volume de trafic et de conversion nécessaire. C'est ça. Alors, on peut faire des publicités à 5 euros par jour, ça peut fonctionner, mais on n'exploitera pas du tout le potentiel que Facebook nous offre, quoi. Maintenant, si une publicité fonctionne à 5 euros, faut pas hésiter après à monter les budgets, monter. Mais ça prendra beaucoup plus de temps, en fait, à la plateforme de comprendre ce qu'on veut et à qui on veut le montrer, tout simplement. Parce qu'on aura beaucoup moins d'impressions, donc Facebook aura beaucoup moins de choses à analyser à la fois sur Facebook et sur le site. Et donc, ça peut prendre énormément de temps. Et je pense que c'est plus intéressant de chercher l'efficacité plutôt que l'économie au départ, en tout cas. Ouais, c'est une bonne remarque. Si tu veux faire de la pub Facebook, prends les choses au sérieux, mets le budget qu'il faut pour que l'algo apprenne et te trouve tes clients. Voilà, fais-lui confiance quelque part. Mais bon, c'est exactement ça. Voilà, ouais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, du moins le système de machine learning de Facebook, est de plus en plus puissant. Et aujourd'hui, il y a vraiment, si on a la possibilité de poser du budget sur Facebook, faut vraiment pas hésiter parce que c'est là où ça va le plus vite, où Facebook comprend le plus vite ce qu'on veut et nous offre à la fois le plus rapidement des réponses positives ou négatives pour nous permettre d'affiner notre stratégie, de pivoter sur un angle, de chercher de nouvelles créatives publicitaires ou autres. Mais au plus on aura de data rapidement, au plus on pourra prendre de bonnes décisions et donc aller chercher de la rentabilité le plus vite possible. C'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes ainsi l'importance de la créative, parce que c'est un peu mon sentiment par rapport à la pub Facebook, c'est que si tu prends la philosophie il y a 4-5 ans, c'était beaucoup, il faut créer des campagnes avec beaucoup d'adsets, mettre un petit budget, chercher des petites audiences de 1000 personnes, et puis pour comme ça apprendre et avoir de la data, mais faire soi-même, tuer les adsets qui ne fonctionnent pas, et puis faire cette optimisation soi-même. Aujourd'hui, Facebook a beaucoup évolué, on part sur des audiences beaucoup plus grosses, de 500 000, 1 million de personnes, et on laisse Facebook trouver les bonnes personnes pour la pub qu'on met en place. Et finalement, l'art de la pub Facebook, ça semble se reporter sur la créative, donc c'est-à-dire sur la pub en elle-même. Est-ce que c'est aussi ton sentiment par rapport à l'évolution de la pub Facebook ? Ouais, complètement. Et c'est vraiment... Facebook est totalement transparent avec ça. C'est vraiment leur objectif, c'est de simplifier la gestion à la fois pour les annonceurs et du coup de maximiser derrière la pertinence de nos publicités par rapport aux utilisateurs. En fait, Facebook nous donne de plus en plus d'outils qui sont dynamiques et donc sur lesquels Facebook a le contrôle. Et donc en fait, en laissant le contrôle à Facebook sur la gestion de nos publicités, Facebook va naturellement, lui, chercher les utilisateurs qui seront les plus intéressés par nos campagnes, ceux qui vont passer le plus de temps, potentiellement cliquer, potentiellement acheter. Et donc, ça va vraiment dans ce sens-là. Aujourd'hui, si on doit vraiment se concentrer sur une chose sur Facebook, je pense que c'est vraiment la partie créative, donc à savoir les visuels, le texte qu'on va utiliser pour maximiser ses performances sur Facebook et également d'optimiser
au maximum la page sur laquelle on va envoyer du trafic, étant donné que Facebook, son rôle, c'est uniquement de faire cliquer une personne et de la préconditionner à une action sur le site web. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui fait une bonne pub sur Facebook? Alors, je sais que c'est un art et donc ce sera très, très difficile de résumer, mais est-ce qu'il y a des principes typiquement à respecter pour qu'une pub ait un certain niveau de performance? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dirais que une bonne pub Facebook, c'est dans un premier temps une pub qui va réussir à faire s'arrêter la personne dans son feed. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est que quand on est sur Facebook ou sur Instagram, bah, on a un mouvement presque automatique qui nous fait scroll Complètement, tout le oui. temps. Et donc, déjà, de réussir à capter un utilisateur dans son utilisation quotidienne de Facebook ou d'Instagram, c'est déjà la première chose à laquelle il faut penser quand on fait une publicité. Et donc, on lui montre quelque chose de surprenant, on lui montre quelque chose de choquant, on lui montre quelque chose de complètement jamais vu. Enfin, il faut trouver une manière, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment trouver la manière par rapport à son avatar client. Donc, il faut qu'il y ait dans les premières secondes d'une vidéo ou bien dans notre photo quelque chose qui va directement capter son attention. Mais il faut essayer vraiment que ça capte l'attention de notre avatar client et pas de tout le monde. Sinon, Facebook va diffuser notre publicité à tout le monde et donc on peut perdre en rentabilité si notre produit ne correspond qu'à un certain type d'avatar client. Ouais, donc segmenter grâce au scroll stopper, donc à cet axe, enfin cet angle ou cette chose qui va piquer l'intérêt. C'est Ouais. aussi l'art, c'est aussi de réussir à segmenter, comme tu dis. Ouais, exactement, c'est ça. Faut vraiment aller chercher notre avatar client à la fois dans les premiers mots qu'on va utiliser dans notre publicité pour que les gens qui vont lire le texte se disent ah bah non c'est pas pour moi et ils vont continuer à descendre ou bien que ceux qui sont concernés se disent ah bah ça c'est exactement une publicité qui est pour moi et donc ils vont continuer à la lire ou bien continuer à visionner ou bien directement cliquer sur la publicité. Ouais. Tu dis, tu vois, une publicité qui est pour moi. Est-ce que les gens font attention à ça? Enfin, je pense que toi, en tant qu'agence, quand tu es sur Facebook, tu vois très bien ce qui est la pub, mais j'ai le sentiment que, tu vois, il y a aussi une recommandation qui est donnée, c'est faites comme si votre pub Facebook, faites en sorte que votre pub Facebook ne soit pas une pub, mais que ça ressemble à quelque chose qui a été partagé par un ami, tu vois, quelque chose de très naturel, justement pour essayer de se fondre et peut-être de brouiller les pistes. Enfin, donc première question, est-ce que tu penses que les gens ont conscience de ce qui est une pub ou pas, ou ça passe un peu à l'as? Et qu'est-ce que tu penses de cette approche de chercher à justement brouiller les pistes? Tu vois, j'avais lu quelque chose sur le user generated content, donc typiquement tu utilises une vidéo ou une photo qui aurait été prise par un de tes clients pour l'utiliser en pub et pour que ça ait l'air justement très naturel et pas du tout polished, travailler comme une pub, quoi. Enfin, Complètement. voilà, je te laisse répondre. Complètement, complètement. Du coup, bah, je pense que aujourd'hui, les gens ont conscience qu'il y a de la publicité sur Facebook. Maintenant, de là à dire que ils captent à chaque fois que c'est une publicité, on va dire que c'est vraiment si par exemple on commence notre publicité comme toutes les autres publicités, bien sûr, ils vont se dire ok, c'est une publicité, je continue, ça m'intéresse pas. Ou bien justement, comme tu le disais, on va trouver en fait des angles créatifs qui vont nous permettre un peu comme un cheval de Troie, d'entrer dans l'attention de cet utilisateur sans qu'il prenne vraiment conscience que c'est une publicité, ou bien qu'il s'en rende compte au bout d'un moment, mais qu'on ait réussi déjà à capter son attention et susciter suffisamment son intérêt pour qu'il se dise bon bah allez, je suis assez curieux, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Ouais, donc générer de l'engagement. Ouais, c'est ça exactement. Et aujourd'hui, le contenu généré par l'utilisateur fonctionne énormément. C'est exactement ce que tu disais. Une bonne publicité, finalement, n'est pas une publicité. Il faut que ça ait l'air le plus naturel. Et généralement, nous, on l'utilise sur l'ensemble de nos clients quand on a la possibilité d'avoir ce type de contenu. Et quand on n'a pas la possibilité, on leur recommande de chercher à en collecter auprès de leurs clients parce que ça fonctionne énormément et c'est comme si notamment, par exemple, si on est sur le format story sur Instagram, qu'on voit quelqu'un qui se prend en story et qui parle du produit, ben, on n'a pas l'impression en fait d'être attaqué par une publicité, parce que c'est le sentiment que certaines personnes peuvent avoir quand ils voient une publicité qui est soit mal faite, soit qui ne leur est pas du tout destinée. Et donc, on contourne un petit peu ça en utilisant du contenu généré par les utilisateurs. C'est vrai que ça fonctionne très bien en ce moment.
Ouais, donc ouais, l'erreur à commettre, ce serait de faire vraiment une pub comme sur TF1 et de la balancer sur Facebook parce que Ouais, les gens, voilà, ça hurlerait pub et les gens seraient pas intéressés. Et au exactement. contraire, chercher à. Ouais, c'est quelque part une sorte presque de bouche à oreille, tu vois, de se dire, bah tiens, c'est quasiment Ouais, quelqu'un c'est que je connais exactement qui me ça. fait une recommandation, mais c'est pas vraiment pour vendre, c'est simplement parce qu'il aime le produit et c'est cette idée de peut-être de recréer Mm. le bouche à oreille au travers d'une pub, quoi. C'est ça, ouais. Il y a l'aspect social proof du coup qui est hyper important aussi dans une bonne publicité. Mm. Être précis également dans ses arguments, prouver les arguments par exemple en utilisant de l'UGC ou des choses comme ça. Avoir une publicité qui est, je pense, adaptée, ou du moins le plus adaptée possible à l'emplacement sur lequel on va la diffuser. Parce que sur Facebook et sur Instagram, les codes ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les formats ne sont pas les mêmes. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête, même si au début, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça, il faut vraiment aller chercher là où, là où notre audience se situe le plus, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, en laissant la liberté à Facebook d'aller diffuser sur les deux plateformes et de voir où est-ce que ça performe le mieux. Mais il faut aussi que la publicité soit hyper simple à comprendre, ne pas utiliser des termes trop techniques, à moins qu'on soit vraiment dans une niche qui ait l'habitude de ces mots-là, d'utiliser des buzzwords de la niche, comme on parlait tout à l'heure de la pêche, d'utiliser du jargon un petit peu de pêcheur, ça peut très très bien fonctionner parce qu'ils se sentent concernés par ces mots-là. Mais il faut vraiment que ce soit chercher la simplicité. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. L'attention est trop précieuse pour la perdre en utilisant des mots complexes, quoi. Ouais, ouais, complètement. C'est quelque chose que je recommande, que je fais aussi quand tu vois, je crée des fiches produits sur Amazon. Typiquement, tu peux pas être trop compliqué, tu peux pas chercher à faire des grandes démonstrations, tu peux pas utiliser de jargon. Et il faut se dire que tu écris, ta fiche produit Amazon pour quelqu'un qui, tu vois, qui a le niveau scolaire 10-12 ans, tu vois, Ouais, qui est en CM2 ou en 6e. Il ne faut pas aller chercher des choses plus complexes parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens ne vont pas lire, vont décrocher. Et puis, bah, du coup, c'est pas chez toi qu'ils vont acheter. Ou tu vois, sur un scroll Facebook, bah, les gens vont passer parce que c'est c'est exactement ça. un peu compliqué. Alors, à l'instant, tu parlais de différents formats en fonction des plateformes. Est-ce qu'il y a un format d'une manière générale, et bien sûr, je pense à la vidéo qui marche mieux que les autres, ou est-ce que, bah, en fait, ça dépend et tu aurais typiquement un exemple bah, de différents tests sur différents formats et avec des résultats un peu surprenants? Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la vidéo parce que c'est vraiment ce qui est en train d'inonder le web. Et la vidéo fonctionne dans 80-90% des cas mieux que la photo. Mais on a parfois des surprises, c'est-à-dire que Facebook a tellement d'informations sur les gens qui utilisent sa plateforme, qui sait quel type de personnes sont intéressées par des photos, quel type de personnes vont potentiellement plus cliquer sur des photos ou sur des vidéos ou sur des stories ou sur des carousels. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment tester aujourd'hui en fonction du marché sur lequel on est. Il faut jamais négliger la photo parce que, pour te donner un exemple, on travaillait sur un compte, enfin, je travaille sur un compte publicitaire actuellement sur lequel on dépensait vraiment beaucoup. Et on s'était vraiment focalisé sur l'aspect vidéo sur le compte publicitaire. Et il y a une semaine, on a commencé à lancer des campagnes photos. Et en fait, on avait un coût par achat en vidéo qui était aux environs de 20 euros, je pense, entre 18 et 20 euros. Ouais. Et, euh, et sur sur les photos qu'on a testées, on est passé à un coût par achat entre 3,50 €. Donc, on était hyper surpris positivement. Alors qu'on pensait justement, on se disait, bah non, la vidéo, ça va mieux fonctionner. Et encore une fois, je pense il y a pas d'autre solution que de tester parce qu'on peut avoir de très, très belles surprises avec les photos. Et le fait d'avoir une photo dans ces ensembles de publicité à disposition, Facebook sait encore une fois à qui proposer la photo, à qui proposer la vidéo, et donc il fera le choix qui est le plus pertinent pour l'annonceur et pour l'utilisateur. Ouais, complètement. Donc c'est vrai qu'on prend, enfin ça permet de prendre conscience bah, de toute la puissance, de toute la data que Facebook a à sa disposition et sa capacité à l'utiliser. Et ouais, typiquement à mettre une photo aux personnes qui ont plus d'engagement sur les photos, et une vidéo à d'autres personnes. C'est vrai que c'est assez puissant. D'accord, bah super, ouais, super exemple et belle perf. Euh, alors, une autre question, c'est
tu vois, quand les gens vont sur Amazon, tu vois, ils ont une intention d'achat. Tu vas pas sur Amazon pour faire de la recherche très en amont du tunnel. Tu vois, quand tu tapes un mot-clé, c'est que bah, tu cherches à acheter le machin que tu recherches. Et donc, il y a cette intention d'achat. Quand on est sur Facebook, les gens sont plus dans un mode de détente, on va dire. Donc, la pub reste une interruption par rapport à ce que la personne vient faire sur Facebook. Du coup, quel genre de perfo serait typique pour une pub Facebook, tu vois, en termes de conversion sur une page produit, quel est le niveau d'interaction, tu vois, des gens avec une pub, et sachant qu'on les interrompt et que c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ouais, je dirais que sur une page produit, alors généralement, nous, quand on a des bonnes campagnes, des campagnes publicitaires qui fonctionnent très bien, on a généralement un taux d'ajout au panier qui est supérieur à 8% sur la page produit, et un taux de conversion qui est au minimum 20-25% de ces 8%, sur la page produit, encore une fois. Donc après, c'est des chiffres qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. Bien On sûr. peut être très rentable avec beaucoup moins d'ajouts au panier. Là, par exemple, en ce moment, on a un e-commerce avec lequel on travaille qui a sur sa campagne 5% d'ajouts au panier, mais on a quasiment 60% de ces 5% qui convertissent en achats. Et donc, Qui vont au bout, ouais. ouais, c'est ça. Donc, ça reste super rentable. On a cherché comment optimiser le taux d'ajout panier. Mais pour le coup, le taux de conversion est déjà hyper satisfaisant et la rentabilité est là également, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est des chiffres qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. C'est quelque chose que j'ai remarqué, tu vois, sur mon site e-commerce. J'ai commencé, tu vois, à mapper le tunnel de vente et à voir bah, combien j'avais de sessions sur mes pages produits, pages panier, pages commandes et combien de conversions à la fin. Et bah, j'ai commencé à suivre ces chiffres et à me rendre compte bah, que j'avais beaucoup d'abandon de panier, que je perdais des gens sur la page commande, etc. Et de là, tu vois, en mettant en place, donc c'est ce qu'on appelle du CRO, tu vois, chercher à améliorer le taux de conversion, à se dire bah, où est la friction sur les différentes pages. Et qu'est-ce que je mets en place pour limiter sa friction. Tu vois, typiquement, j'ai un exemple, c'est donc j'ai un site qui est sur WooCommerce et par défaut, il y a un champ entreprise. Donc tu vois, c'est nom, prénom et puis le champ en dessous, c'est entreprise. Puis après, tu dois mettre l'adresse. Mais ça, pour un site qui s'adresse à des particuliers, c'est très bizarre et j'avais parfois des infos bizarres qui étaient rentrées par des gens. Mais je me suis aussi rendu compte bah, que les gens, voilà, c'est une raison, tu vois, pour laquelle les gens partent. Et donc, typiquement, en retirant ce champ entreprise, bah, il y a eu moins d'abandon de panier. Et donc, de proche en proche, en travaillant comme ça, bah, les différentes étapes du tunnel, tu peux vraiment améliorer ton taux de conversion global et du coup, bah, ça rend ta publicité d'autant plus rentable puisque bah, tu maximises ton ROAS, tu diminues ton coût d'acquisition. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, typiquement la perfo du site, pour améliorer les pubs Facebook? Complètement, complètement. En fait, la performance des publicités Facebook, c'est ce qu'on a du mal des fois à expliquer à des prospects ou des clients qui ont des sites qui sont malheureusement pas optimisés. C'est qu'en fait, le travail de Facebook, ça va être de préconditionner quelqu'un à acheter sur un site. Sauf que si maintenant, quand la personne arrive sur le site, son expérience, elle est mauvaise ou elle n'est pas optimale, bah, ça va directement impacter le retour sur investissement de nos investissements publicitaires. Et donc, bah, naturellement, augmenter le taux de conversion, augmenter le panier moyen, augmenter également la valeur long terme d'un client en mettant tout un écosystème en place, que ce soit au niveau de l'email marketing, au niveau de la communication sur les réseaux. C'est des choses qu'il faut mettre en place étant donné que ça va nous permettre, en tant qu'annonceur, d'augmenter notre capacité d'acquisition et donc d'aller chercher des dépenses, on va dire, beaucoup plus élevées et par conséquent d'atteindre des rentabilités, enfin du profit, un profit beaucoup plus intéressant pour le e-commerçant. Donc ouais, il faut absolument généralement en fait, qu'on audite le site web avec lequel on va travailler, on donne des recommandations pour maximiser les performances de nos campagnes publicitaires. Au début, on ne le faisait pas quand on avait l'agence parce qu'on s'était dit bah, on va essayer comme ça, et puis on s'est rendu compte que bah, on n'avait pas les résultats qu'on attendait. Et donc, on a ajouté cette étape, on va dire, à notre onboarding. Ouais. Ouais, c'est assez logique parce que les gens viennent vous voir quelque part pour votre expertise sur la pub Facebook, pour mettre en place des campagnes Facebook, mais c'est pas des campagnes Facebook qu'ils veulent, ce sont des ventes sur leur site. Ouais, et donc, il y a forcément toute la longueur du tunnel qu'il faut regarder. Une autre chose, tu vois, que j'ai travaillé, ça a été le temps de chargement, puisque entre le moment où la personne clique sur une pub Facebook et le moment où elle arrive sur la page produit, bah, s'il y a 3, 4, 5 secondes, bah, tu
tu as une part très importante parfois de personnes qui décident, qui changent d'avis. Et typiquement, c'est vraiment une situation où tu pisses du budget, tu gages du budget parce que voilà, tu payes Facebook d'un côté, mais la personne n'atteint même pas la page produit. C'est vrai que la perfo du site, ouais, ça joue vraiment un rôle important. Ouais. C'est exactement ça. Le temps de chargement, c'est vraiment l'un des indicateurs les plus importants, étant donné que généralement, nous, entre les clics sur Facebook et l'arrivée sur la landing page, avec des sites optimisés pour accueillir du trafic, donc avec un temps de chargement optimal, on perd déjà 30% des personnes. Et 30%, c'est un chiffre, c'est un bon chiffre, quoi. Quand on perd 30%, on est content, on se dit bon, c'est dans la norme. Mais il y a des sites sur lesquels au début on envoyait du trafic et on perdait quasiment 50% des clics avant même qu'ils arrivent sur la landing page. C'est-à-dire qu'il y avait des gens intéressés, mais le temps de chargement les a bloqués. On parlait tout à l'heure de l'attention. L'attention, elle est très minime sur Facebook, beaucoup plus que sur d'autres plateformes. Enfin, sur d'autres plateformes, j'entends Google par exemple, où il y a vraiment une intention, ou Amazon où il y a une intention. Sur Facebook, les gens n'ont pas demandé à voir la publicité. Ils sont ciblés, on a leur intérêt, on arrive à capter leur attention, on les fait cliquer. Maintenant, si ça va pas assez vite, ils s'en vont, quoi. C'est vraiment il faut assurer. Problématique. Ouais, exactement. Et tu parlais, tu vois, de coûts d'acquisition un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est toujours possible, alors c'est une question difficile peut-être, est-ce que c'est toujours possible d'avoir tu vois, de la rentabilité sur la première vente, ou est-ce que dans certains cas c'est quelque part impossible et il faut dire au client c'est à vous derrière de travailler la lifetime value de votre client, de lui envoyer des mails, etc., de lui vendre plus de choses derrière pour rentabiliser le coût d'acquisition initial de Facebook. Comment est-ce que tu vois la capacité d'atteindre la rentabilité via la pub Facebook? Alors, je dirais que dans tous les cas, le fait d'augmenter la lifetime value d'un client va diviser en fait le coût par achat. Si on prend un exemple super simple, on achète un client 20 €, le client achète 3 fois. Sur Facebook, on aura un coût par achat à 20 €, mais qui finalement va se diviser par 3 au final, quoi. Donc c'est vraiment là où il faut aller chercher la lifetime value. Ça, c'est vraiment très important pour le e-commerçant de mettre ça en place. Aujourd'hui, c'est possible d'atteindre la rentabilité sur la première vente, mais ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette rentabilité, c'est vraiment un système publicitaire complet. Je dirais également que ça dépend du prix du produit, de la marge qu'on a sur le produit. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer cette rentabilité-là. Mais si on a un tunnel de conversion complet, donc à savoir des campagnes pour l'acquisition, des campagnes pour le réengagement, le reciblage et même la fidélisation de nos clients, à ce moment-là, je pense qu'on peut atteindre la rentabilité sur la première conversion. Mais encore une fois, l'idéal, c'est même pas forcément de chercher à atteindre la rentabilité sur cette première conversion, mais c'est de comprendre tout l'écosystème e-commerce qu'on a et toutes les capacités qu'on a pour aller chercher une deuxième, une troisième ou une quatrième vente pour pouvoir se permettre d'aller chercher des clients à beaucoup plus cher sur Facebook qu'on n'aurait potentiellement pas pu avoir si on avait une rentabilité sur une vente unique. Ouais, c'est ce que disait Bruno Guillot, qui est consultant en Google Ads, que j'ai eu sur le podcast dans un épisode précédent, épisode 10, et il disait que c'était une grosse part de son travail d'expliquer justement l'importance d'avoir tout ce système en place pour rentabiliser le client, et parce que les coûts publicitaires dans tous les cas augmentent avec le temps, et c'est quelque chose, enfin ça coûte de plus en plus cher, donc il faut avoir un système de plus en plus complet pour être derrière capable de maximiser sa rentabilité, et qu'il faut voir, on va dire, un petit peu plus loin que la première vente, quoi. C'est exactement ça. C'est une grosse part de notre travail aujourd'hui de faire comprendre dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui comprennent malheureusement pas leur métier aujourd'hui, et ensuite de faire implémenter ces différentes actions aux clients, ou bien de les implémenter pour eux. C'est une grosse part de notre travail. D'accord, ouais. Alors, tu parles de mettre en place tout un système de reciblage, de retargeting sur Facebook. Donc, c'est la question suivante. Tu vois, on va dire, la personne a cliqué sur une pub et elle est sur la page produit, a mis le produit dans le panier, puis quelque chose s'est passé. Tu vois, elle était dans le métro, elle est arrivée à sa station, elle a abandonné son panier. Derrière, tu mets en place une campagne de retargeting pour aller dire à cette personne, il y a ton produit dans le panier qui t'attend.
Est-ce que c'est typiquement le message que tu dis, tu vois, c'est très simple et la personne se dit ah bah oui zut et puis il retourne, ou est-ce que il faut être un peu plus sophistiqué dans sa campagne de retargeting, tu vois, pour amener la personne à aller finaliser son achat? C'est une bonne question. Je dirais faut vraiment, en fonction du marché sur lequel on se trouve et du produit qu'on va vendre, il faut dans un premier temps, quand on se lance sur Facebook, lister toutes les raisons pour lesquelles une personne n'achèterait pas notre produit maintenant ou plus tard. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec toutes ces objections-là, on va se créer un argumentaire qu'on va pouvoir justement en retargeting utiliser. Donc, apporter des réponses à toutes leurs objections, apporter de la confiance en ayant des publicités qui vont amener de la preuve sociale, que ce soit au niveau de l'UGC, des avis d'influenceurs qui parlent du produit, des choses comme ça. Il y a vraiment, en fonction des marchés, différentes possibilités. On a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la possibilité de dire, bah voilà, votre panier vous attend, venez le récupérer. Ça peut très très bien fonctionner également. Mais parfois, quand une personne n'achète pas directement, enfin quand beaucoup de personnes n'achètent pas directement, il faut essayer de comprendre quelles sont les raisons qui pourraient faire qu'ils n'ont pas acheté et essayer d'aller lever ces objections au travers de campagnes publicitaires différentes, avec des angles différents, des messages différents, pour justement réussir à trouver ce qui va fonctionner le mieux en reciblage et par conséquent nous apporter une rentabilité. D'accord, ouais. Ouais, donc quelque part, cette même étape de CRO, donc optimisation du taux de conversion à différentes étapes, et en fait, et de là créer les bons angles, les bons messages, ouais, pour aller retrouver cette personne. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Ok. Tu vois, une autre chose dont je discutais avec Bruno, c'est la possibilité de mettre en place, tu vois, une véritable landing page e-commerce plus qu'une fiche produit. Donc, tu vois, on sait très bien ce que c'est une fiche produit et globalement, c'est pas forcément fait pour vendre. Alors, on peut enrichir une fiche produit, tu vois, pour la rendre un peu plus vendeuse, mais est-ce que tu as fait des tests avec, tu vois, une landing page pour expliquer ce que c'est? C'est vraiment, tu vois, avec le truc classique, avec un grand titre, tu vois, un sous-titre, et puis tu racontes le problème, tu vois, c'est presque une lettre de vente, avec des images, etc. Est-ce que tu as fait des tests avec ça? Ou est-ce que globalement, la fiche produit, les gens connaissent, c'est un format, tu vois, que les gens comprennent, et autant aller sur des fiches produits? Alors, je dirais, on a beaucoup testé la landing page. En France, les gens sont pas encore habitués au format landing page qu'on peut voir par exemple aux États-Unis ou autres. Quand on envoyait de la publicité aux États-Unis sur des landing pages, ça convertissait beaucoup plus que sur un site e-commerce classique. Mais en France, on a fait plein de tests avec différentes landing pages. Et c'est vrai que les gens ne sont pas encore habitués, en fait. Quand ils arrivent sur le site, ils ne comprennent pas forcément. Ils sont un peu perdus, ils lisent, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire parfois. Et on a eu de moins bons résultats avec une landing page classique. Maintenant, on a des sites e-commerce comme celui dont je te parlais tout à l'heure, où on avait un taux d'ajout au panier à 5% et une conversion à 60% de ces, de ces ajouts au panier. C'est une landing page qui n'est pas du tout dans la forme d'une fiche produit, et ça fonctionne super bien parce qu'on conditionne encore plus les personnes à acheter, et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir ces 60% de conversion sur les ajouts au panier. Ouais, donc quelque part, tu perds peut-être un peu sur la page, mais comme tu dis, comme les gens sont beaucoup plus vendus sur le produit, sont plus déterminés à aller au bout de leur achat, et tu récupères dans les étapes suivantes, quoi. C'est exactement ça. Puis après, je pense qu'une landing page doit être suivie avec, par exemple, des ventes additionnelles, des choses comme ça, qui peuvent permettre du coup de rentabiliser l'ensemble des clics qu'on va avoir sur cette landing page. Ouais, c'est quelque chose aussi que tu mets en place avec les clients, typiquement mettre en place des upsell, cross-sell pour augmenter la taille du panier. Toujours, ouais. Toujours, parce que c'est vrai que au plus, nous, on va donner de pistes aux clients pour augmenter son panier moyen, son taux de conversion, au plus ils seront satisfaits de nos résultats publicitaires, puisqu'on sait que c'est inhérent à la rentabilité de nos actions que d'avoir un site qui convertit, un panier moyen le plus élevé possible, et également une valeur long terme client qui soit travaillée et qui soit optimisée dans le temps. Ouais, encore une fois, vos clients achètent des clients, pas juste des pubs qui apparaissent sur Facebook ou Insta. Ouais, exactement.
Une autre question que j'ai, c'est par rapport à l'appareil. Donc, bon, je pense ne pas me risquer beaucoup en disant qu'il y a énormément de trafic mobile sur Facebook et Insta aujourd'hui, et c'est la très large majorité du trafic. Et du coup, différents appareils, ça peut amener des différences au niveau du comportement d'achat. Tu vois, typiquement, rentrer un formulaire, rentrer son adresse, son nom, sa carte de crédit quand on est sur mobile, c'est un peu plus galère que quand on est sur un ordinateur. Est-ce que tu ajustes ta stratégie de pub en fonction de l'appareil sur lequel les gens sont? Alors, on va dire oui et non, dans le sens où je laisse Facebook optimiser pour moi. Tous les sites sur lesquels on envoie du trafic, dans tous les cas, sont optimisés pour le mobile et pour l'ordinateur. Mais on laisse la liberté en fait à Facebook d'identifier là où il pense qu'il y aura le plus de conversions. Généralement, la majorité de notre trafic vient sur mobile, mais avec des campagnes de retargeting, de réengagement, on va pouvoir aller convertir ce trafic qui était à la base sur mobile, potentiellement sur ordinateur ou l'inverse tout simplement. Donc c'est assez variable, les comportements d'achat évoluent tous les jours et même comment dire, l'aspect de confinement a complètement bouleversé, je pense, les comportements d'achat positivement pour les e-commerçants. Beaucoup de gens se sont mis à commander sur Internet. Ceux qui commandaient déjà sur Internet ont augmenté la fréquence de leur achat en ligne. Donc, non, je pense que c'est vraiment les comportements évoluent. Encore une fois, le mobile est indispensable si on veut envoyer de la publicité sur notre site web. Euh, il faut avoir un site pensé pour le mobile. On crée majoritairement nos sites pour le mobile avant de les créer pour l'ordinateur. Ouais, c'est un bon conseil. C'est vrai que c'est là qu'est le trafic aujourd'hui. C'est là que sont les gens et on peut que se dire que les gens vont s'habituer de plus en plus à payer sur mobile, qu'il va y avoir des solutions de plus en plus faciles pour payer en un clic, tu vois, avec les coordonnées bancaires qui seraient enregistrées dans un Google Wallet ou quelque chose comme ça. Et donc, ouais, que ça va devenir de plus en plus naturel et normal de payer sur mobile, quoi. Tout à fait. Alors, une autre question, c'est globalement, quand on commence à travailler avec vous, quand un e-commerçant vient vous voir et décide de signer pour de la pub Facebook, quelles sont les grandes étapes que vous mettez en place avant de lancer vraiment la première campagne Facebook? Alors en fait, on a tout un processus d'onboarding au niveau de l'agence. Donc on va, dans un premier temps, éduquer le client au métier du e-commerce, à la maîtrise de ses chiffres. On a en fait enregistré une suite de vidéos qu'on propose aux clients quand ils rejoignent Jungle Agency pour essayer de les éduquer pour qu'ils comprennent un petit peu notre métier et également qu'ils aient une meilleure compréhension du leur et de l'impact de nos actions sur leur activité et de comment est-ce qu'ils doivent se comporter par rapport à tout ça. Ensuite, on va vraiment avoir une partie audit, donc à la fois audit de la conversion, comme on disait tout à l'heure, on a développé une checklist en fait au niveau de l'agence avec plus de 110 points de contrôle qu'on fait sur l'ensemble de nos clients en les accueillant et on leur donne ensuite des recommandations d'optimisation de leur site web ou bien on leur propose de le faire à leur place quand c'est possible pour nous. Ensuite, on va également analyser toute la partie analytics, donc Google Analytics, Facebook Analytics. Si jamais ils ont déjà lancé des campagnes publicitaires, on va analyser leurs campagnes publicitaires, on va analyser les résultats de ces campagnes-là. Et on va également mettre en place une analyse concurrentielle. Donc, on va prendre les trois plus gros annonceurs concurrents de cette marque ou de ce e-commerce et on va aller comprendre leur stratégie, on va vraiment faire une analyse très profonde et très poussée de la concurrence de cette marque pour réussir, nous, derrière, en termes de visuel, de texte, d'angle, chercher à se différencier et à gagner, on va dire, l'enchère Facebook dont on parlait tout à l'heure en proposant une valeur plus élevée, un taux d'interaction plus élevé à Facebook. Et donc ensuite, on va définir un ou plusieurs avatars clients en fonction du e-commerçant avec qui on va travailler. Et puis à partir de là, on va créer différents visuels publicitaires, donc des photos, des vidéos, et puis mettre en place la phase de testing. Une fois qu'on a passé la phase de testing, on passe en phase d'optimisation. Donc on a vraiment beaucoup d'étapes, on va dire, entre la phase de testing et la phase d'optimisation. Mais en gros, chaque phase permet de conditionner le compte et le e-commerçant au passage à la phase suivante pour terminer sur une phase de scaling sur Facebook où on va
ouvrir de nouveaux canaux comme Google Ads, YouTube Ads. Si le marché s'y porte, on peut aller sur Snapchat, TikTok, Pinterest. C'est vraiment, on commence généralement par Facebook dans 95% des cas, mais si jamais on sent que c'est beaucoup plus pertinent d'aller ailleurs, on n'hésite pas à aller sur une autre plateforme et par la suite à ouvrir de nouveaux canaux une fois qu'on a réussi à stabiliser un vecteur d'acquisition. D'accord, ouais. Et du coup, c'est qui votre client idéal, celui qui pourrait bénéficier le plus de vos services ou avec qui ça marche le mieux, ça matche le mieux même? Je dirais que c'est un e-commerçant ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce, qui a un budget suffisant pour investir en marketing et qui a un produit. Donc sur Facebook, on travaille principalement avec du B2C, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis après, en soi, c'est vraiment au cas par cas, mais si c'est un e-commerçant existant, il faut qu'il ait une offre qui soit déjà validée, on va dire, par le marché, donc qui ait déjà un certain seuil de chiffre d'affaires mensuel récurrent à hauteur, je pense, de 10-20 000 euros. Et si c'est quelqu'un qui souhaite complètement se lancer, là, c'est totalement différent. Donc, en fait, on met un processus de testing différent en place et on adapte, on va dire, notre offre à ces deux typologies de clients. D'accord. Et pour typiquement une campagne de testing, je suis un nouveau e-commerçant, j'ai une idée produit et je veux mettre en place une campagne de testing. Quel type de budget je dois prévoir pour avoir suffisamment de data? Donc, je parle en termes de budget dépensé sur Facebook. Encore une fois, ça dépend de la valeur du produit qu'on va chercher à vendre sur Facebook. Plus le produit sera cher, plus on mettra du temps parce qu'on aura besoin d'un tunnel de conversion beaucoup plus long avec du réengagement, du retargeting. Et donc, les cycles d'achat ne sont pas les mêmes en fait en fonction de la valeur du produit. Donc, il faut prendre ça en considération dans son budget de testing. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir chercher à atteindre ces 50 conversions hebdomadaires. Donc, si on a un produit qu'on vend 40 euros sur lequel on fait 20 euros de marge, on prend 20, on fait x 50 et puis on a à peu près un budget hebdomadaire de testing idéal. Mais encore une fois, on peut tester avec beaucoup moins de budget, mais on aura besoin d'un petit peu plus de temps pour arriver à trouver ces réponses-là. Ouais, à valider le marché, ouais. Super. Écoute, Arthur, on en arrive à la fin de cette interview. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors sur LinkedIn, je suis joignable, donc Arthur Rivière. Et on a également notre site, donc www.jungleagency.fr, sur lequel on peut nous contacter ou réserver directement un appel avec nous. Super. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description du podcast pour que ça soit facile, il n'y a plus qu'à cliquer. Eh bien, Arthur, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et je te dis à très vite. À très vite, merci. Voilà pour cette interview, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur la pub Facebook. Avant de se quitter, j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, comme d'habitude, vous trouverez les liens en description du podcast, typiquement si vous souhaitez rentrer en contact avec Arthur. Vous êtes aussi chaleureusement invité à rejoindre la newsletter Jams. Donc ça se passe à l'adresse suivante jams.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.email. Et dans cette newsletter, je partage des conseils, des stratégies pour vendre et vendre plus sur Amazon. Et dernière chose, comme je vous disais en intro du podcast, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé les précédents, partagez le podcast avec quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être un collègue de travail, un ami entrepreneur par exemple, ou sinon un partage sur les réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître le podcast et à lui donner de la notoriété. Et comme on invite des gens super intéressants sur ce podcast, la personne avec qui vous aurez partagé l'épisode vous remerciera. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Ciao!